Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. C'était il y a tout juste un an, un homme jamais élu, âgé de 39 ans, devenait le plus jeune président de la Ve République. Emmanuel Macron, ou le casse du siècle, comme le disent certains. Alors le chef de l'État, depuis son entrée à l'Élysée, a-t-il tenu ses promesses? La Bretagne a-t-elle y gagné dans ce nouveau monde qu'il souhaite faire émerger? On va en parler dans quelques instants avec nos deux invités. Avant cela, on va revenir en images et en quelques déclarations sur ces 12 mois de pouvoir. Regardez. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Oui, mais ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. J'ai toujours respecté les cheminots. J'ai jamais insulté les cheminots. Cette réforme, on en a besoin parce que j'y crois pour la SNCF. Peut-être, mais vous pensez que respecter, c'est forcément vous suivre et être d'accord. Non, pas forcément. C'est pas mon boulot, c'est pas mon job. Voilà une petite mise en bouche pour fêter cet anniversaire. Laissez-moi vous présenter nos deux invités, deux parlementaires, deux observateurs avisés de ce début de quinquennat. Marc Le Fur, député LR des Côtes-d'Armor, vice-président de l'Assemblée nationale et leader de l'opposition, regroupant la droite et le centre au sein du Conseil régional. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Florian Bachelier, député LREM d'Ille-et-Vilaine, premier questeur de l'Assemblée nationale. Vous êtes en quelque sorte le grand argentier du Palais Bourbon. Vous êtes aussi et surtout un des cofondateurs du mouvement En Marche en Ille-et-Vilaine. Je voudrais que l'on commence cette émission d'abord sur la personnalité d'Emmanuel Macron. On a vu quelques traits de caractère sortir du petit reportage qu'on vient de voir. Un mot sur sa manière d'incarner le pouvoir. Il n'échappe pas à une règle immuable. Dès qu'on exerce le pouvoir, on est confronté à une impopularité. C'est le cas. Regardez le dernier sondage Odoxa réalisé pour France Info. 6 Français sur 10 sont aujourd'hui mécontents de l'action menée par l'exécutif depuis un an. Marc Le Fur, est-ce que pour vous, la lune de miel est terminée? Oui, à l'évidence, on a un jeune président, on a quelqu'un qui présente bien. En termes formels, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est d'ailleurs pas très compliqué. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est le fond des choses. Et au bout d'un an, on commence à pouvoir examiner le fond des choses. Florent Bachelier, on vous a vu cette semaine monter au front. Vous avez assisté à une assemblée générale des cheminots à Rennes pour expliquer la réforme de la SNCF. Ça a été quelquefois tendu. Vous sentez cette tension aujourd'hui au sein de la société? Beaucoup de catégories, beaucoup de Français ne comprennent pas où souhaite aller le chef de l'État. Non, on la sentait bien avant. En réalité, c'est aussi pour ça que le président Macron, le candidat Emmanuel Macron, a proposé une offre politique alternative. Vous savez, moi, je suis d'une génération qui n'a connu que le chômage de masse. Ça fait 3 décennies que ça existe, que l'école s'est perdue au milieu des vagues, que l'agriculture est dans l'état qu'on connaît, que la protection environnementale est dans l'état qu'on connaît, que l'Europe ne fonctionne plus bien, etc., etc. Et nous, on a posé ces diagnostics pendant la campagne et on a proposé une offre alternative, un programme que le président, et ça peut être une nouveauté, respecte. Il fait juste ce qu'il a dit qu'il allait faire. Est-ce que vous sentez une sorte de tension au sein de la société? On parle aujourd'hui de la convergence des luttes. Pour répondre à Florian Bachelier, dit le président fait ce qu'il a dit. Il n'avait jamais parlé des 80 km/h durant sa campagne. Il avait pris des engagements on ne peut plus précis pour la réalisation des 80 km/h sur les routes secondaires. On va en parler tout à l'heure. Il avait pris des engagements très précis sur la réalisation de Notre-Dame-des-Landes. Tout ça n'est pas tenu. Une campagne, c'est fait pour prendre des engagements devant le pays et pour les respecter ultérieurement. Il respecte un certain nombre de ces engagements, mais pas tous. Et maintenant, on nous impose des choses qui n'ont pas du tout été évoquées durant la campagne. C'est pas sérieux de prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. Ce qui intéresse nos compatriotes. C'est très bien. Mais ce qui intéresse nos électeurs et nos concitoyens, c'est de voir comment est-ce qu'on peut transformer tout ce qui dysfonctionne. J'ai parlé de l'université, j'ai parlé du chômage. On peut parler aussi du Parlement. Tout ce qui dysfonctionne, on s'est engagé à le modifier. Et l'exemple des 80 km/h, c'est juste aussi nommer le réel, c'est-à-dire partir d'une réalité. Aujourd'hui, on a une courbe d'accidentologie qui augmente, et ben on y fait face et on prend les décisions qui s'imposent. Je reviens sur la première partie de cette émission consacrée au style du président. Est-ce qu'il incarne aujourd'hui, est-ce qu'il est à l'aise, il semble à l'aise dans les habits du monarque républicain?
Regardez ce sondage, on a questionné les Français sur les traits d'image associés à Emmanuel Macron. Le qualificatif autoritaire arrive largement en tête. Il sait où il va, il est porteur d'une vision. Il est seulement rassembleur pour 33% des Français et proche des préoccupations des Français pour seulement un tiers des Français interrogés. On est quoi aujourd'hui dans la monarchie républicaine? On est revenu dans la monarchie républicaine, on est dans le césarisme républicain. Il incarne cette autorité qui plaît notamment à l'électorat de droite. Alors, un président, ça doit rassembler, ça doit écouter. Et mon sentiment, c'est que... Il y a une capacité en termes formels du président Macron qui est évidente. On le voit à l'étranger et j'en prends acte. Et une fois de plus, il incarne bien la fonction pour vous? Par rapport à son prédécesseur. Est-ce qu'il incarne bien la fonction? Non, je crois qu'il a ses qualités formelles. Mais maintenant, on est dans le fond des choses. On est dans le fond des choses. Et mon sentiment, c'est qu'il y a deux lacunes, deux manques d'écoute. Manque d'écoute à l'égard des territoires, c'est très net. J'espère qu'on en reparlera pour la Bretagne. Manque d'écoute à l'égard des populations les plus défavorisées. C'est bien de s'intéresser aux premiers de cordée, mais aussi des gens qui ont du mal à suivre et qui méritent l'attention également des responsables. Les passages que l'on a vus tout à l'heure à la télévision témoignent d'un manque d'intérêt pour les catégories les plus défavorisées ou pour les catégories même modestes et moyennes. Regardez ce qui s'est passé pour la retraite, on va en parler. Pour les retraités et la CSG. Un président trop techno? Non, je pense qu'il faut dissocier l'exercice du pouvoir de l'incarnation de la nation. On est sur deux sujets totalement différents. Moi, je ne peux pas laisser dire ça au président Le Fur, que justement on ne regarde pas les territoires, on y reviendra, je le crois, après. Toute la politique de mobilisation et la dynamique qui est mise en place, c'est justement pour aller convaincre, non pas en discours, non pas en posture, mais en actes concrets, nos concitoyens, et ceux essentiellement et prioritairement qui ne nous ont pas élus. C'est-à-dire justement cette France périphérique dont on parle systématiquement. C'est pour ça qu'on redonne du pouvoir d'achat aux salariés, pour faire la distinction entre les actifs et ceux qui recherchent de l'activité. C'est pour ça qu'on veut sortir du chômage de masse. C'est pour ça qu'on met en place un système d'organisation qui permette de faire cela. Les salariés, ils avaient entendu quelque chose durant la campagne. C'est l'exonération des heures supplémentaires. Ils avaient un bon souvenir de ce point de vue avec de la présidence Sarkozy, puisqu'on avait exonéré fiscalement les heures supplémentaires. Je termine, si vous permettez. Et évidemment, là, on a supprimé cette disposition qui était pourtant très favorable, en particulier au monde ouvrier, qui est trop souvent oublié et que vous oubliez, me semble-t-il, un peu. C'est un 13e mois pour les gens. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut... on ne les oublie pas, au contraire. Il faut respecter l'un des engagements qui a été pris solennellement par le candidat à l'époque, de faire en sorte que les heures supplémentaires ne soient plus fiscalisées. Et là, on n'en parle plus depuis un an. De la même façon, alors si je le regrette. Prends en boomerang cet exemple-là, la taxe d'habitation. Tous les candidats étaient d'accord pour dire que c'était à peu près l'impôt le plus idiot du monde. Nous, on le supprime. Concrètement, pour les Français, c'est pour chaque ménage, c'est 550 € par an de pouvoir d'achat supplémentaire, en moyenne. Et là, j'entends les postures des conservateurs de droite et de gauche vous expliquer que finalement, c'était un impôt qui était correct. On va revenir. Ça pose de multiples problèmes pour les communes, vous le savez bien. On va en parler en 3 ans. Alors, l'augmentation de la CSG, c'est tout de suite. L'augmentation de la CSG, c'est tout de suite. De l'État ne diminue pas depuis 8 ans. Parlez-en aux maires, interrogez les maires même d'Ille-et-Vilaine. On va en parler. On finit justement sur le qualificatif qu'on a donné aussi à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le dynamiteur. C'est vrai qu'il a chamboulé le paysage politique français. Une indication avec ce sondage réalisé il y a quelques jours, les intentions de vote si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui. Emmanuel Macron arrive largement en tête au premier tour avec 36% des voix, devant Marine Le Pen et devant Jean-Luc Mélenchon. Laurent Wauquiez n'arrive qu'en 4e position avec seulement 8% des intentions de vote. Voilà, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas siphonné votre électorat qui était à droite, mais aussi au centre? Ça, c'est des conjonctures politiques. C'est des conjonctures, c'est une réalité aujourd'hui. On sent beaucoup de gens qui ont voté François Fillon. Il y a l'autre sondage d'Odoxa qui nous explique que 60% des Français sont mécontents de l'action du gouvernement. En tout état de cause, le président Macron est élu pour 5 ans. Moi, je souhaite qu'il réussisse. Je souhaite qu'il réussisse parce que j'ai des enfants qui rentrent dans la vie active, je souhaite que la France progresse, etc. Donc tout ce qu'il fera de bien, je le voterai, je le soutiendrai. Mais le positionnement des LR aujourd'hui, est-ce qu'il est un peu déporté vers la droite aujourd'hui? Est-ce que votre discours est un peu déporté vers la droite? Nous ne sommes pas en période électorale, etc. Mais en tout état... Le municipal arrive dans 2 ans. Et Louis Alliot, le président du Front National, parle d'alliance sur le terrain. On en reparlera. Ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre de gens se sentent décrochés. Résumons la politique fiscale
qui a été adopté par... Vous voulez pas parler des LR? Non, ça ne vous intéresse pas, c'est votre famille politique. Vous m'invitez pour parler d'un an du président Macron. Parlons-en. Mais justement, la politique. Est-ce qu'il change la donne au niveau de la droite aujourd'hui? Le cadeau d'anniversaire, c'est Laurent Wauquiez. Regardez, on va voir un petit visuel, tous ces micro-partis Si vous voulez me dire qu'on a été battus l'an dernier, je confirme, nous avons été battus l'an dernier. Non mais aujourd'hui, est-ce que la droite, c'est pas façon puzzle, comme dirait Audiard? Il faut que nous nous recomposions, il y a du temps, de l'énergie. Moi, j'ai confiance en Laurent Wauquiez pour le faire. Simplement, il n'y a pas d'échéance immédiate. Prenons le temps, revoyons. Et on a commis des erreurs par le passé. Il faut l'admettre. Je suis le premier à le dire. Hein. Pas de sujet là-dessus. La République en marche, c'est une jambe droite et une jambe gauche. La jambe droite a l'air de marcher très bien. Visiblement, toutes les réformes engagées par le président satisfont l'électorat droite. C'est la tarte à la crème. La tarte à la crème, quand on écoute... Et donc, du coup, systématiquement, je vais vous dire, l'allocation adulte handicapé, la taxe d'habitation, l'augmentation de l'indemnité, la loi le Asile, 13e mois pour les SMIC. Je vais vous parler de la loi Asile. La loi Asile, c'est parfaitement une jambe de gauche. Hein. Sur les réseaux sociaux, si on reprend les caricatures et les postures d'avant. d'Isabelle Thomas, députée européenne. Les réseaux sociaux. Je vais citer Isabelle Thomas, députée socialiste européenne. Si je peux répondre à la question. Tristesse et colère après le vote sur la loi de l'immigration, toute la force de l'humanisme, tout l'héritage de notre civilisation désintégrée. Pour cela, Collomb et Macron, je vous hais. C'est très violent. Alors, si je peux appuyer Florent Bachelier, je constate que cette loi, c'est une apparence, c'est du cosmétique. Je vous remercie de m'appuyer, Président Le Fur, mais Florent Bachelier, on n'arrêtera pas avec une disposition comme celle-ci. La question les conservateurs, je vais vous dire très simplement, les conservateurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, comme Madame Thomas, n'ont pas compris ce qu'il s'est passé il y a un an. Ce dynamitage dont vous parlez, c'est ce bouleversement du paysage politique. Les Français n'en veulent plus. On ne reviendra pas en arrière. Je vois que si Benoît Hamon se représentait, il gagnerait un tout petit peu, mais c'est 8% plutôt que 7%. Bon. Mais ça n'est pas le sujet. Moi, quand je rencontre les électeurs, nos concitoyens sur le terrain, pas plus tard que ce midi, une femme de ménage m'a dit « Moi, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, mais il faut reconnaître qu'il est pragmatique. Il est pragmatique. » Et c'est ce que font d'ailleurs un certain nombre de collectivités territoriales. Ils savent très bien que ce ne sont pas des sujets sur lesquels on peut caricaturer. Si on reprend l'exemple de l'asile, mais moi, je suis très à l'aise avec ça. Il n'y a rien dans la loi, donc vous pouvez être parfaitement à l'aise. S'il y a un parti politique qui devrait se confiner dans l'humilité, sinon dans le silence, c'est bien celui de Mme Thomas. Quel est le bilan sur la mandature précédente ? Sur la maîtrise des flux migratoires et sur l'asile. Regardons les chiffres. Justement, on est encore dans cette méthode-là consistant à dire que ça ne fonctionne pas. On n'accueille pas bien les gens à qui on doit protection, les étrangers à qui on doit protection, et on ne reconduit pas à la frontière 75% de ceux qui doivent quitter le territoire. On va entamer. Et donc cette loi-là, asile, immigration et intégration, a cette volonté-là de s'appuyer sur le réel et d'arrêter le discours des courants de salon du Parti socialiste. Ce sont des demi-mesures. On va entamer la deuxième partie de l'émission. On va reparler justement des collectivités territoriales. Vous l'avez évoqué, sur plusieurs décisions du chef de l'État, les rapports se sont franchement tendus entre l'Élysée et certains élus locaux. En témoigne l'appel le 24 avril dernier, on va voir à l'écran cette tribune affichée, la tribune de 15 présidents de région, plutôt de droite, et aussi de gauche, qui interpelle le chef de l'État sur la nécessité d'un nouveau pacte girondin. Bref, les régions demandent à l'Élysée de ne plus décider seules. Marc Le Fur, est-ce qu'il y a un dialogue à renouer entre les provinces, les territoires et Paris, par exemple? On a un gouvernement très centralisé. On a des mesures qui sont allées dans le sens de la centralisation. Il faut en finir avec cette centralisation. Je crois que le gouvernement peut et doit évoluer là-dessus. On a une occasion qui est la révision constitutionnelle. On nous dit qu'il y aura des mesures spécifiques pour la Corse, mais moi je veux des mesures aussi pour la Bretagne. Par exemple, concrètement très concrètement. Donc, on nous supprime Notre-Dame-des-Landes. On supprime Notre-Dame-des-Landes. J'espérais, moi, et le Premier ministre, qui était engagé devant le Parlement, à ce qu'il y ait des encouragements pour la liaison ferroviaire Rennes-Quimper, Rennes-Brest. Rien, que nenni. Nous espérions également des encouragements sur Internet et le très haut débit. Des sommes qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Des engagements également sur les aéroports bretons subsistants, en quelque sorte. Là aussi, rien du tout. Florent Bachelier ne fait pas la même lecture. On va l'écouter. Oui, mais sur tous les points que vous mettez le sujet d'actualité aujourd'hui pour la Bretagne, c'est que nous avons une ministre des Transports, Mme Borne, qui est en train de ressortir l'écotaxe. Tout ça n'est pas bon pour la Bretagne. Il faut effectivement un pacte girondin, on appelle ça comme on veut. Il faut effectivement que les décisions puissent se prendre
beaucoup plus sur le terrain. Or, on a une centralisation parisienne. Et même une centralisation présidentielle. Mais le président Le Fur, c'est le respect et l'amitié que j'ai pour lui, mais là, il dit n'importe quoi, si je peux me permettre. Par rapport à tout à l'heure, sur les représentants de certaines collectivités territoriales qui... sur les quotas, il faut me rassurer, il faut le dire très explicitement. Et le dire à Mme Borne. On l'a déjà fait, me semble-t-il. Mais elle n'a peut-être pas entendu le message. C'est aussi la posture d'il y a plus d'un an. Quand on entend ce discours-là sur les collectivités locales qui seraient opposées par exemple, à l'État, ça n'est pas la réalité. Encore une fois, reprenons l'exemple de la dotation de l'État qui, pour la première fois depuis 8 ans, ne baisse pas. 15 la première fois depuis 8 ans ne baisse pas. Prenons l'accord sur le numérique. Aujourd'hui, Julien de Normandie, un excellent ministre, a réussi à mettre autour de la table et à faire contractualiser 4 opérateurs téléphoniques qui vont apporter 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros pardonnez-moi, je termine, pour 13 millions de nos concitoyens qui sont en dehors du numérique. Ça concerne les Bretons. Vous savez, les Bretons, ils demandent, comme les autres, du service public, du numérique et du médecin. Voilà. Mais regardez, sur la contractualisation que demande le chef de l'État aux régions, aux départements et aux communes, regardez cette phrase de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, où il dit en clair, voilà, il a l'impression que l'État vient faire les poches des collectivités. Et que ce n'est pas du gagnant-gagnant. Mais c'est du discours. Vous voyez bien que dans les chiffres, il est complètement contredit. Il y a 67 milliards d'euros d'augmentation de la dépense publique. Et depuis 5 ans, seulement 3 milliards sont imputables aux collectivités. On leur demande peut-être un peu trop d'efforts. J'ai beaucoup de respect pour mon nouveau confrère, Maître Baroin, mais ce n'est pas le sujet. Regardons les chiffres. Sortons de ces discours. Moi, je comprends qu'il y a une partie du monde politique qui n'a pas compris ce qui s'est passé il y a un an. On peut parler de Mme Thomas. Et qui ressort les mêmes discours éculés. Et je comprends parce qu'ils je ne vois aucune bonne nouvelle pour la Bretagne. Ils en ont vécu pendant des années. Je vous donne un exemple. Je termine. La grande liberté du président Macron, sa liberté de ton dont vous parliez tout à l'heure, sa détermination, elle vient d'où? Pour moi, elle vient de sa liberté. La liberté de ne devoir rien à personne autrement qu'à ses concitoyens, à ses électeurs. Marc Le Fur, dans la Constitution, il y a le droit à l'expérimentation, il y a le droit à la différenciation. Voilà, apparemment, l'exécutif n'est pas contre. C'est peut-être aussi aux régions de prendre à bras-le-corps ces initiatives, ces outils. Tout à fait. En tout cas, moi, en tant que législateur, que parlementaire, donc tout n'est pas mauvais. J'interviendrai dans le débat constitutionnel sans nouvelle info. Que la Bretagne, comme d'autres régions, la Corse, oui, mais la Bretagne aussi, puisse voir reconnu sa spécificité. Alors, c'est quoi, par exemple, un exemple très concret. Aujourd'hui, on prend le budget de la culture au niveau de l'État. 139 € par habitant d'Île-de-France. 15 € par habitant de la province. Est-ce que c'est normal? Après, il ne faut pas s'étonner que le musée de Nantes n'ait pas les moyens de garder le cœur de la duchesse Anne comme il aurait dû le garder, etc. Parce qu'on ne donne pas à nos collectivités les moyens. Ça fait moins d'un an qu'on est aux responsabilités. Je ne vous fais pas de procès sur le passé. Je constate simplement que tout ceci, pour le moment, n'a pas évolué. Je constate même qu'on veut retirer des compétences aux régions, l'apprentissage, etc. En tout état de cause, le pouvoir est extrêmement centralisé comme il ne l'a jamais été. Le Parlement a été abaissé, ça a été l'un des objectifs des dispositions qui ont été prises récemment. Rassurez Marc Le Fur, il a l'impression qu'il y a une recentralisation du pouvoir. Non, mais c'est même pas à l'intérieur du gouvernement que ça se décide. Tous décident à l'Élysée. Et ça, c'est pas sain. C'était pas la Constitution le Parlement du général de Gaulle. n'a pas eu besoin du président Macron pour se rabaisser lui-même. Oui, il a fait tout seul avec la nouvelle majorité. C'est le fonctionnement qu'il a eu pendant des années. Pourquoi il y a ce niveau de défiance? Pourquoi il y a eu ce niveau d'abstention aux dernières élections? Pourquoi, dans la phase finale de l'élection présidentielle, vous aviez 4 blocs entre 20 et 25% qui étaient l'extrême droite, l'extrême gauche anti-européenne et une droite hystérisée? Pourquoi? Parce qu'il y a le lien de confiance entre les citoyens et les Français s'est rompu. Et sur les parlementaires, c'est le cas. Et pour en être depuis quelques mois, je vois où ça dysfonctionne. Et on partage souvent des constats sur les carences, sur les dysfonctionnements. Et c'est ça aussi, on se l'applique à nous-mêmes. Quand vous abaissez le Parlement, comme certains le font dans votre majorité... Ça, c'est pas pour ça que vous me faites à moi. Non, dans votre majorité... ça veut dire que vous donnez le pouvoir aux technocrates. L'alternative, elle est là. Oui, alors justement, réduire le nombre de parlementaires, par exemple, c'est éloigner le parlementaire. Au contraire, regardez juste le discours au Congrès du président Macron au Congrès américain. C'était étonnant. Oui. Il y avait 900... Et le baiser au président Trump. Justement, on parle de il y a 500 et quelques membres du Congrès américain. Il y en a 925. S'il vous plaît, Florent Bachelier, pour revenir sur un terrain plus politique, je vous propose de regarder, s'il vous plaît... Et le Congrès est puissant aux États-Unis. S'il vous plaît, je vous propose, pour revenir sur le terrain plus politique, de regarder ce dessin, le dessin de la semaine de Loïc Schwartz. Il pose la question, qui défend aujourd'hui les dossiers bretons au sein de l'exécutif?
Jean-Yves Le Drian est souvent absent, il est ministre des Affaires étrangères, il est souvent à l'étranger. Vous avez la réponse? Qui défend aujourd'hui? Qui écoute la Bretagne aujourd'hui à l'Élysée? En tout cas, je n'ai entendu depuis un an que des décisions négatives pour la Bretagne. L'abandon de Notre-Dame-de-Lande est une catastrophe en termes historiques. On pouvait avoir un aéroport de la taille de celui de Lyon. On ne va pas refaire l'histoire. On nous dit en permanence la Bretagne ouverte sur le monde. Nous avions l'occasion. La déclaration d'utilité publique, elle est depuis 5 ans. On aurait pu le faire depuis 5 ans. Ça fait 45 ans. Non, la déclaration d'utilité publique. Qui aujourd'hui défend la cause bretonne au sein de l'exécutif? Vous avez vu le nombre de députés bretons. Vous avez vu les scores d'Emmanuel Macron et des députés en Bretagne, des députés en marche. Les Bretons sont les premiers marcheurs. Ont-ils de l'influence? Je pense que le fait d'avoir un président de groupe breton, votre serviteur breton, ça a des conséquences sur nos moyens de transport, Jean-Yves Le Drian, sur le raccordement, au poste ministériel qu'il occupe. Oui, il n'y a pas besoin d'être extrêmement devin pour savoir que la Bretagne est extrêmement bien représentée. C'est pour ça que d'ailleurs que le président Macron a reçu les députés bretons il y a quelques temps à l'Élysée. Pour terminer rapidement, très sensible, comme Arkea, Crédit Mutuel de Bretagne. Oui ou non pourrons-nous garder notre indépendance? On va le voir très prochainement sur la cour d'appel de Rennes. On a plutôt des bonnes nouvelles pour que nous gardions la Bretagne à 5. J'espère que dans la révision constitutionnelle également la Bretagne à 5 pourra, le thème de la Bretagne à 5 pourra progresser. En tout cas, moi je l'ai sur le sujet numérique, sur le sujet des énergies, notamment les énergies renouvelables, sur le sujet de l'agriculture. Mais la Bretagne, elle n'a rien à craindre du monde. Elle a justement tous les outils pour... Vous parlez de l'accord avec le Mercosur pour faire entrer de la viande. La transition est toute faite, on va aborder vous parlez vraisemblablement la transition est toute faite. Canada, vous parlez de l'accord avec le Mexique, autant d'occasions. La transition est toute faite pour aborder à la question des dossiers internationaux et des dossiers européens. On ne fête pas seulement ce mois-ci le 50e de mai 68, on fête aussi l'Europe, et cela partout en Bretagne. Près de 120 événements ont été programmés dans la région pour donner un peu plus de chair à une institution souvent jugée sans visage et plutôt lointaine. En tout cas, la question européenne est une question centrale pour le chef de l'État qui a choisi d'occuper l'espace. Dernière illustration en date. En avril, il y avait bien sûr la visite d'État aux États-Unis et il y avait aussi ce discours devant les députés européens à Strasbourg le 17 avril dernier avec un Emmanuel Macron, vous allez voir, très incisif sur la question des bombardements en Syrie. Une question de style, regardez. Alors je vous le demande, les mêmes qui à chaque fois s'indignent devant les images que nous avons vues d'enfants, de femmes morts d'attaques de chlore, les mêmes, restons-nous assis? Défendons-nous des droits en disant les droits c'est pour nous, les principes c'est pour nous, mais la réalité elle est pour les autres. Non, non. Alors est-ce que la forme révèle là le fond? Est-ce qu'on voit Emmanuel Macron donner de la voix? Est-ce que ça illustre le retour de la France sur la scène internationale selon vous? Oui, il y a eu des beaux discours, le discours de la Sorbonne, le discours à Bruxelles, à Strasbourg, etc. Tout ça peut être intéressant. Mais concrètement, rien n'a changé. La patronne de l'Europe, on connaît son nom, c'est Mme Merkel, et ça reste Mme Merkel. Rien n'a bougé. Moi, je suis inquiet sur un certain nombre de sujets. Le Brexit, on a nos pêcheurs, on a les intérêts de nos pêcheurs. Je connais vos attaches dans le monde bigoudin. On a également des préoccupations sur la politique agricole commune. Je n'entends plus jamais le président de la République en parler. Troisièmement, l'Europe est soit à adopter, soit est en train d'adopter des dispositions pour accueillir des produits agricoles d'autres pays, Canada, Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, Argentine, et maintenant le Mexique. Autant de menaces très réelles pour notre agriculture. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que plutôt que de parler des perspectives en 2040, très bien, ça existe aussi, on parle des intérêts très concrets de nos pêcheurs, de nos agriculteurs. La parole est à la défense. Et également des moyens financiers qui sont alloués à ces politiques. Florent Bachelier. Alors, moi, je suis concret. Hein. Oui, on se connaît maintenant assez suffisamment. Je ne doute pas que vous accéderez à l'idée que ce ne sont pas que des discours. Concrètement, ce qui est fait, l'idée qui est portée, mais pas que portée, organisée par le président Macron avec la chancelière et avec un certain nombre de partenaires européens, sont exactement dans la démarche que vous décrivez. Qu'est-ce qui a changé? Sur l'énergie, sur la taxation des GAFA, on peut en parler, sur le numérique, sur le cyber, sur l'asile, on n'aura pas le temps d'en parler. Sur oui, mais ça intéresse les automobilistes. Sur la sécurité, sur l'alimentation. Quelle est la voix de la France aujourd'hui? On l'entend. Mais on ne fait pas que l'entendre en discours, c'est concrètement ce qu'on change. Je vais donner l'exemple du cyber, et ça va faire le lien avec la Bretagne. Le cyber, aujourd'hui, c'est une opportunité de créer 3 millions d'emplois. 3 millions d'emplois d'ici 2021 en Europe. La Bretagne
ce sont les nouveaux métiers, ce sont les métiers d'aujourd'hui et de demain. Mais déjà d'aujourd'hui. Ça avait été lancé avant, ça, le cyber. Bien évidemment, mais concrètement, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous développez l'excellence française en la matière, et on a toutes les ressources qu'il faut pour le faire, et la Bretagne spécifiquement, et encore plus, parce qu'il y a une volonté politique aussi à un moment donné, si vous ne le faites que dans votre périmètre, mais vous perdez cette compétition, parce que cette compétition, elle est mondiale. Et donc, il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs qui ont été environnementales sur Internet il y a une quinzaine d'années. Ne prennent pas les mêmes dispositions. On va conclure sur vous n'imposerez pas, pardonnez-moi, mais vous n'imposerez pas. sur l'énergie. Vous n'imposerez pas. Je voudrais qu'on termine sur juste l'énergie, parce que ça intéresse. S'il vous plaît, je voudrais qu'on termine. L'Europe n'est pas française. Florent Bachelier, la courtoisie de m'écouter un peu, s'il vous plaît. Quel est le prix du gasoil aujourd'hui, monsieur Bachelier ? Quel est le prix du gasoil aujourd'hui ? C'est ce que je vous dis. Vous parlez d'énergie. Quel est le prix du gasoil pour l'automobiliste breton aujourd'hui ? C'est-à-dire combien le litre ? Le litre dans la grande surface alors, du question coin. La Bourdin. Allez. Le prix moi, du je vais pas gasoil. jouer avec président Le Fur, on lui demandait le prix de la baguette et le prix du métro, mais c'est pas le sujet. Le prix du gasoil, c'est la vie quotidienne de nos s'il vous plaît, concitoyens. on arrive à la fin de l'émission. C'est la vie que je on ne vous entend plus, permettre s'il vous plaît. On ne vous entend plus, c'est l'heure de conclure. Désolé, merci d'avoir accepté notre invitation. Dimanche en politique, c'est le prix du gasoil, monsieur Bachelier. Je peux finir l'émission, je peux conclure. Merci beaucoup. La vie quotidienne, émission à revoir en replay sur france3.fr, france3bretagne.fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, nous serons en direct de Saint-Brieuc avec plusieurs invités pour évoquer la fête de la Bretagne. On parlera identité et décentralisation, des thèmes qui vous sont chers. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, bonne journée. Merci beaucoup. Très bon week-end. Le prix du gasoil, je le connais parce que c'est celui qu'on paye à l'Assemblée.